de l'équipe Rescue vous souhaite une bonne année 2024, remplie de bonheur, de projets et de santé. Pour ce nouvel épisode de cette nouvelle année, nous accueillons Charline Roumens et Vincent Lepanotier de France Parrainage, un lien qui transforme la vie des petits comme des grands. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Heartfelt, où aujourd'hui nous accueillons Charline Roumens et Vincent Lepanotier, qui sont tous les deux des représentants de notre association partenaire France Parrainage. Charline Roumens est donc directrice générale de France Parrainage et je vous remercie tous les deux pour votre temps accordé à cet enregistrement. On va peut-être commencer par une présentation. Charline, je vous laisse vous présenter. Je suis donc Charline Roumens et je suis directrice générale de cette association qui s'appelle donc France Parrainage, qui existe depuis très longtemps, et moi je suis dans la structure depuis très longtemps aussi. Voilà, longue histoire avec ce métier et ces actions qui ont été très une révélation professionnelle pour moi et dont je ne me suis encore pas lassée. Voilà, puisque ça fait plus de 20 ans que je suis dans la structure. Super. Voilà. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association ? Alors, France Parrainage, alors c'est comme son nom l'indique, on fait des parrainages. Après, dans le libellé de notre nom, on a un S à la fin de parrainage. Alors c'est parce que il y en a beaucoup dans l'association, à peu près 10 000 en tout, qui sont sur un principe de parrainage individuel. Mais c'est aussi parce que on met en place, et c'est une des particularités de France Parrainage, des parrainages sous des formes multiples, avec principalement en cœur de métier du parrainage à l'international, et c'est souvent la formule que connaît le grand public. Soutien financier régulier et de suivi personnalisé de l'enfant pendant l'évolution qui va être la sienne jusqu'à son autonomie. Donc ça, c'est toute la partie pour des enfants qui s'adressent à des enfants qui sont à l'international. On intervient dans 15 pays. Et puis, on abrite aussi en notre sein une forme d'action qui est moins connue du grand public, qui s'appelle le parrainage dit de proximité. Ok. Sous cette appellation, il y a un engagement de parrains et marraines qui sont bénévoles et qui passent du temps avec un enfant qui vit près de chez eux et qui vit une forme d'isolement social ou affectif qui nécessite qu'il y ait un tiers qui s'investisse aux côtés de l'enfant pour qu'il grandisse avec des points d'appui affectifs qui vont lui permettre d'arriver à l'âge adulte en étant épanoui et bien inséré. Voilà. À chaque fois, c'est du parrainage parce qu'on est sur une constitution de binôme et que c'est un adulte bienveillant qui va accompagner un enfant dans la durée en s'adaptant à son besoin, mais le mode opératoire est assez différent sur les deux formes d'action. Super. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire comment ça a commencé, France Parrainage ? Alors ça a commencé il y a très très longtemps. Il y a 77 ans. Ok, super. On existe et que l'association a déposé ses statuts au journal officiel. Donc c'était en 1947 avec une problématique post-Seconde Guerre mondiale à l'époque, dans le viseur des actions de l'association, qui s'adressait donc principalement sur la prise en charge des orphelins de guerre. Voilà, et c'était déjà une forme de mixte entre parrainage de proximité et parrainage international, puisque ces enfants-là, ils étaient proposés en accueil sur des familles qui vivaient au Canada. Et voilà, c'est une prémisse de quelque chose qui, aujourd'hui, après des décennies d'évolution, qui fait le cœur des actions de France Parrainage, qui est donc ce resserrage autour de nos actions de parrainage. Voilà. Est-ce que vous avez donc des problématiques ou des projets actuels ? Oui, alors je vais me permettre de répondre. Effectivement, Allez-y. donc il y a un peu plus d'un an pour maintenant quasiment 2 ans même. Il y a une loi qui a été votée en France qui est venue dire que notre action, donc qui est faite le parrainage de proximité en France,
doit être proposée par les conseils départementaux à tous les enfants qui sont sous mesure de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, ça représente à peu près 350 000 enfants. Et donc, dans cette optique-là, les conseils départementaux, forts de notre expertise, font appel à nous pour qu'on vienne s'implanter dans leur territoire. Et donc, dans ce qui nous motive à l'heure actuelle, voilà, c'est cet essaimage territorial, puisqu'il y a encore quelques années, France Parrainage avait 4 antennes, et que là, à l'heure où on vous parle, nous avons 12 antennes, et pour objectif d'en ouvrir encore 4 autres d'ici la fin d'année 2025. Ok. Et voilà, et puis on veut continuer bien sûr nos actions de parrainage à l'international. Et puis en France, on veut franchir une nouvelle cape. On se fixe des objectifs qui sont ambitieux. À l'heure actuelle, voilà, on parraine à peu près 1000 enfants en France, et d'ici 5 ans, on veut doubler ce chiffre. Super. Et à côté de ces actus-là, on continue bien sûr nos actions de plaidoyer auprès des institutions pour faire connaître et reconnaître nos dispositifs dans tous les départements de la France. Ok, super. Que pensez-vous des nouvelles technologies dans le milieu caritatif, aussi dans le cadre en fait de notre partenariat avec Rescue? Vous êtes donc une association partenaire et je voudrais avoir votre avis en fait sur quelle place aura les technologies et les personnes qui utilisent en soi ces technologies pour contribuer au milieu des associations, d'après vous? Et ben c'est une question intéressante parce que en fait c'est assez contre-intuitif, mais en fait les associations, malgré la faiblesse de leurs moyens et des actions qui sont souvent menées dans un contexte assez artisanal, et peut-être à cause de ça, est un milieu où il se passe beaucoup en termes d'innovation et sur les nouvelles technologies en particulier. Voilà, quand on doit faire beaucoup avec des besoins importants et une envie de répondre à ces besoins pour le plus grand nombre, et qu'on est contraint de tous les côtés, parce qu'une association, si elle a pas de ce genre de problématique, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et ben en fait, ça force à être inventif et généralement, on est assez précurseur, tout le secteur associatif, sur le fait de nous emparer de tout ce qui est nouvelles technologies. Voilà, par rapport à d'autres structures peut-être plus installées, avec plus de moyens, nous on compense les contraintes financières, humaines, par des choses qui sont généralement assez novatrices. Voilà. Et donc toute la partie nouvelle technologie, en tout cas chez France Parrainage, elle fait partie de notre quotidien. Pour vous donner un exemple, et c'est assez rare sur le milieu du travail social, notre gestion est entièrement dématérialisée. Voilà. Super. Et c'était déjà le cas avant qu'on bascule en confinement. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie énormément. Et vous, Vincent, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je voulais juste rajouter peut-être le fait que, parce que je travaille au pôle partenariat aussi, et bien, il y a les nouvelles technologies, mais il y a aussi des nouvelles entreprises avec des nouvelles technologies qui ont aussi une volonté d'engager leur entreprise avec une certaine politique de RSE, de responsabilité sociétale de l'entreprise. Eh bien, nous, ça nous force en tant que fundraiser d'apprendre à appréhender ces entreprises-là qui travaillent avec de nouvelles technologies. Et généralement, ce sont en plus des entreprises qui sont assez jeunes, dont leur expérience, n'est pas encore assez installée. Et c'est à nous aussi, en tant qu'association, qui devons réfléchir avec quelle entreprise on souhaite associer notre image de marque. Ça va dans les deux sens. Il y a également l'entreprise, mais l'association. C'est à nous aussi, de prendre le risque de s'associer avec des nouvelles entreprises dont on ne connaît pas encore l'étendue, la conséquence, tous leurs différents axes de travail. Voilà ce que je pouvais rajouter sur cet axe aussi de nouvelles technologies. Super, d'où l'importance aussi des partenariats. Est-ce que vous avez une typologie en soit de partenariats privés ou publics que vous avez Alors, on est soutenu sur la partie, notamment sur la partie du parrainage de proximité. Le financement pour la partie du parrainage international, c'est les parrains et marraines qui l'assurent, et c'est des particuliers à 97% qui font ces actions-là. Mais sur la partie du parrainage de proximité, là, on est sur des sources de revenus qui sont différentes, avec effectivement des partenariats publics, et notamment avec le conseil départemental du territoire sur lequel on s'implante ou sur lequel on intervient. Ça, c'est
indispensable si on n'a pas une commande à la base du conseil départemental qui lui-même est en charge de mettre en œuvre l'aide sociale à l'enfance sur son territoire. On ne peut pas s'implanter puisque voilà, on doit agir dans un contexte balisé avec le conseil départemental et en partenariat avec eux et en co-construction permanente avec eux. Donc voilà, donc nous, notre premier partenaire indispensable, c'est le conseil départemental et donc on a une ligne de financement et de subvention de financement public à ce titre-là. On est aussi soutenu sur la partie publique par des instances nationales. Étatiques, voilà, avec beaucoup d'initiatives qui sont soutenues et un dispositif qui tend de plus en plus à être reconnu et valorisé, notamment par des instances nationales. Et puis, alors ça représente à peu près 70% de nos sources de financement pour la partie du parrainage de proximité. Il reste donc 30% qui n'est pas pris en charge par le public et donc qui, par définition, revient au privé. Et dans ce contexte-là, les entreprises et les fondations sont un maillon indispensable. En fait, si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas prétendre à mener les actions qu'on mène aujourd'hui. Donc voilà, 30% de nos sources de financement vient des partenariats avec des entreprises et des fondations qui sont convaincus par le bien fondé et qui se sentent investis de cette mission de nous soutenir. Et généralement, les partenariats vont bien au-delà du soutien financier pour qu'on mène à bien nos actions dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Vincent ou... Non, c'était parfaitement très clair. Peut-être qu'on pose cette question, je crois. Super. Ok. Ensuite, vous en pensez quoi de l'art digital et des NFT? Est-ce que c'était quelque chose avant notre collaboration que vous avez entendu parler Alors, si tu veux, je peux répondre, Charline. Je te laisse. Alors, effectivement, c'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler auparavant. Je trouve ça hyper important que voilà, il y ait des nouvelles formes d'art qui émergent parce que déjà c'est le propre de l'art d'évoluer en fonction de son époque. Et puis derrière aussi, qui dit émergence de nouvelles formes d'art, dit émergence de nouveaux artistes et de nouvelles artistes. Et donc derrière d'expression et donc de nouveaux témoignages, de nouvelles histoires. Et je trouve ça fascinant que chacun puisse avoir sa manière de s'exprimer. Et que toutes les histoires méritent d'être connues et qu'elles passent à travers l'art, c'est encore formidable. Donc l'art digital, avec grand plaisir et voilà. Super. Est-ce que France Parrainage a déjà fait des sortes de événements culturels ou des actions un peu dans ce domaine? C'est une question. Vas-y, Charline, comme tu veux. En fait, le parrainage de proximité notamment, c'est pas sa vocation première qui est plutôt un soutien affectif, mais en fait il y a plein de choses qui rentrent dans ce dispositif, notamment sur de l'ouverture culturelle. Ça passe aussi par ça, cette ambition de rétablissement d'égalité des chances. Donc on fait sur des temps collectifs et individuellement les parrains et marraines avec leurs filleuls. Il y a beaucoup d'apports sur la partie d'ouverture culturelle. Voilà. Et l'accès à la culture, oui. C'est vrai que c'est très important, et aussi le fait que voilà, on est donc du domaine de l'art digital en soi, ça permet aussi de limiter en soi les frontières physiques, va-t-on dire. Absolument. Est-ce que vous avez un artiste préféré? Tu veux que je réponde d'abord, Charlie? Oui, alors moi, c'est un artiste peintre néerlandais, donc Jelle Vermeer. En fait, j'ai eu l'occasion de découvrir une de ses œuvres quand j'étais plus jeune, qui s'appelle le Géographe. D'accord. Et je me suis hyper intéressé à travers ce qu'il faisait et je trouve ça formidable. Et donc, voilà, ça serait mon artiste préféré, peintre. Super. Et vous, Charline? Eh ben, alors en pictural, j'ai longtemps cru que j'étais pas sensible à cette forme d'art. D'accord.
Et je me suis d'abord beaucoup complexée là-dessus, à avoir l'impression d'être toujours le boulet qu'on traîne dans les musées et qui comprend pas en fait l'histoire qu'on est en train de lui raconter. J'ai eu une espèce d'épiphanie il y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a quelques années où je suis allée emmener mes enfants au Petit Palais à Paris. On était en sortie familiale. Il y avait voilà, c'était pas mon premier choix, mais ça avait été validé sur l'enjeu de la sortie. Et je suis tombée sur une œuvre de Fernand Pelé qui s'appelle Grimace et misère. Voilà. Et je suis restée 20 minutes devant ce tableau. En fait, alors c'est pas du tout figuratif. Je pense que c'est ça qui voilà, pour moi était le plus compliqué, c'est que je comprenais pas l'histoire qu'on voulait me raconter. Et là, je la comprenais vraiment. Donc, je sais pas si vous voyez qui est cet artiste. Qui courant 19e a fait c'est le tout mouvement naturaliste. Je suis allée me renseigner après coup pour voilà, savoir quelles autres œuvres il avait faites, et qui en fait s'est emparé d'un sujet vraiment très social, c'est-à-dire qu'il racontait le quotidien de la misère qui touchait une partie importante de la population à l'époque, et qui en a fait comme un photographe, quoi, qui a pris des instants de vie comme ça pour témoigner. Je pense que c'était ça voilà. Et ce tableau est extrêmement émouvant, et donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Quelle est l'importance de la mobilisation des jeunes dans tout ce qui est action sociale, action associative, d'après vous, et comment en soi peut-on apporter quelque chose de plus? Alors déjà, pour la mobilisation des jeunes dans la société de manière générale, elle est hyper importante et nécessaire, que la totalité des décisions, des choses qui sont faites à l'heure actuelle concernent le futur, le demain, donc la société dans laquelle chacun et chacune va vivre, et dans laquelle chacun et chacune va être citoyen, citoyenne. Et les jeunes commencent voilà, dès le plus jeune âge jusqu'à leur majorité et bien au-delà, à bâtir et à être nécessaires à cette société qu'ils et elles vont au bout d'un moment complètement imprégnés, enfin vont être, voilà, ça va être l'image de la société, ça va être ces citoyens, ces citoyennes-là. Et après, dans l'associatif, on a un petit peu cette image du bénévolat qui serait réservé à des personnes après le travail, donc au moment de la retraite. C'est hyper important d'avoir des bénévoles qui sont assez jeunes. On a pas mal, dans le cadre de notre association, des bénévoles, des parrains et des marraines qui ont moins de 40, moins de 50 ans, qui s'engagent, qui donnent de leur temps. Et c'est hyper nécessaire pour continuer à faire travailler l'association, parce qu'une association, par définition, ça n'existe pas sans bénévoles. Exactement. Et donc, voilà, il faut un petit peu il y ait des personnes jeunes qui s'investissent dans l'associatif. Et pour la partie financière en plus, on sait bien que voilà, un jeune travailleur, une jeune travailleuse sans enfant a un pouvoir d'achat et donc une capacité financière également à pouvoir faire un don à des associations. Et donc, les jeunes aussi, dans leur portefeuille, dans leur pouvoir d'achat, sont nécessaires à l'associatif. Et Charline, je te laisse compléter si tu veux rajouter des choses. T'as tout à fait raison, hein, exactement. Et ça, c'est en fait, on a une association à destination de la jeunesse et sur lequel l'apport et la valeur ajoutée est aussi beaucoup apportée par la jeunesse. D'abord parce qu'effectivement, nos parrains, marraines, donateurs sont relativement jeunes, et même quand ils sont retraités, qui s'engagent sur un parrainage, ils le font avec beaucoup de jeunesse dans leur tête. Voilà. Super. Et parce que cet élan, c'est ce qu'on cherche pour les bénéficiaires à préserver. Effectivement, Vincent le dit très bien, voilà, une société n'évolue que par la mobilisation de sa jeunesse. C'est toujours par la jeunesse que les transformations les plus importantes au niveau sociétal et la réparation des injustices arrivent. Et en fait, finalement, l'action de France Parrainage, par l'espèce de socle de réassurance qu'on va apporter, de confiance en eux et de
de confiance en la vie qu'on va apporter à ces enfants au parcours difficile, chaotique parfois, et ben c'est la garantie qu'ils vont arriver à l'âge adulte en étant des adultes qui vont pouvoir s'insérer dans la société et y apporter leur pierre à l'édifice. Voilà, et qui vont pas être sans arrêt tirés vers le bas par des choses difficiles qu'ils auront vécues dans leur jeunesse. Voilà. Et donc on s'emploie chez France Parrainage à ce que les bénéficiaires soient demain des adultes accomplis. Voilà, c'est une des phrases de nos statuts et c'est pour qu'ils puissent jouer ce rôle-là et que le monde soit meilleur. Voilà, tout simplement. Super, très bien. Et en termes de bénévoles, ça commence vers quel âge? Quelle est la tranche d'âge, va-t-on dire, de... Alors sur la partie parrainage à l'international, les parrains et marraines, ils sont parfois tout jeunes. Hein. Parfois c'est des parents qui investissent invitent leurs enfants à s'investir sur la relation de parrainage. Ah, donc, super. voilà, ça peut D'accord. être très très jeune. Sur la partie parrainage de proximité, il se trouve qu'il faut avoir 18 ans. Ok. Voilà, pour devenir parrain ou marraine. Et il y en a qui attendent 18 ans et puis qui demandent à devenir parrain et marraine, jeunes parrains et marraines. Voilà. Super, il y a quand même un grand intérêt quand même, au niveau des jeunes à parrainer d'autres enfants. Absolument, ouais. On n'a pas, c'est pas que quelque chose de quand on a le temps et quand on est plus installé, voilà. Quand la vocation est là, et pour le parrainage, notamment pour le parrainage de proximité, qui est vraiment un investissement important, hein, on accueille dans sa vie un enfant, un jeune, avec un engagement fort qui est pris vis-à-vis de lui. En fait, c'est de l'ordre de la vocation, et ça n'attend pas le nombre des années. Voilà. Exactement. C'est là. Super. Est-ce que vous avez justement une anecdote de bénévole ou une anecdote de vous en tant que directrice générale ou chargée de partenariat privé au sein de l'association? Alors moi j'aime bien raconter cette histoire-là. Je commence, Charline. Vas-y. J'aime bien raconter cette histoire-là parce que voilà, je pense que ça montre bien aussi tout l'envergure du parrainage, notamment de proximité. Dans une de nos antennes, pendant le confinement, on avait un couple de parrains et de marraines qui prenaient du temps chaque jour, 1 heure à 2 heures, pour faire des vidéoconférences et continuer l'apprentissage de la lecture, de l'aide aux devoirs de leur filleule à distance, pour éviter voilà tout ce qui est décrochage scolaire, pour offrir aussi un répit familial à l'enfant qui était dans sa famille. Et puis ça a apporté un vrai soutien à la parentalité. On sait que cette période-là a un petit peu déstabilisé nombreux parents. Et donc voilà, il y avait cet appui-là qui était fait par ce couple de parrains et de marraines quotidiennement pendant toute la durée du confinement. Et voilà, et même le jeune filleul s'est prêté à l'exercice puisqu'il avait décidé de lire par lui-même un livre à son parrain et à sa marraine à distance. Super. Pendant toute cette heure-là pour montrer ses progrès. Wow. Voilà, c'est une anecdote que j'aime bien raconter. Ouais, qui est tout à fait symptomatique, exactement de ce qu'on décrivait tout à l'heure, à savoir que quand on a basculé en confinement, nous, association de mise en, qui repose sur la mise en relation, on s'est vu mal, quoi. On s'est dit mais tout va s'arrêter. Et en fait, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, et notamment merci les nouvelles technologies. En fait, les parrains et marraines dans cet investissement, ils ont été innovants, quoi. Ils se sont adaptés. Et en fait, il y a eu des très belles histoires pendant cette période-là où personne ne pouvait se voir concrètement. Les candidats bénévoles n'ont jamais été aussi nombreux pendant cette période-là, ce qui est quand même incroyable, et on les évaluait, on faisait tout le parcours d'embarquement à distance. Enfin, c'est incroyable ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc c'est une très belle anecdote. Et moi j'ai en tête aussi, et ça c'est plutôt sur, elle me tient à cœur cette anecdote parce que notamment sur la partie d'ouverture culturelle, elle montre un certain nombre de choses. J'ai assisté à un témoignage
qu'un couple de parrains vis-à-vis de leur filleule qui doit avoir 13 ou 14 ans aujourd'hui et qui, quand il a démarré le parrainage, en avait 8 ou 9, quelque chose comme ça. Et sur le premier week-end où le filleul est venu passer du temps avec son parrain et sa marraine, pensant bien faire, armé vraiment de bonne volonté et pensant être raccord avec ce que l'enfant aurait envie de faire, il lui avait prévu un programme. Alors, je crois qu'il y avait de la sortie Disney. Après, ils allaient manger dans un fast-food. Il y avait vraiment quelque chose, de très très raccord avec ce qu'on peut attendre d'un enfant de cet âge-là en termes d'envie, de choses qui vont lui faire fondamentalement plaisir. Voilà. Et des choses simples, mais quand même des choses simples ou qui ont l'air pour certains des choses accessibles, sur lesquelles il va forcément s'y retrouver. Voilà, c'est en tout cas le pari qu'avait fait le parrain et la marraine. Et à la fin du week-end, le filleul leur dit merci beaucoup, hein, vraiment c'était super, j'ai fait plein de choses, mais est-ce que la semaine prochaine on pourrait aller dans un musée? Le parrain et la marraine étaient hyper embêtés parce qu'effectivement ils étaient passés à côté, ils avaient projeté quelque chose sur l'enfant qui n'était pas du tout son besoin, et c'est ça aussi la beauté du parrainage, c'est cette rencontre et où on bouge les lignes de part et d'autre, et concrètement, alors ils se sont pas fait dire deux fois, ils ont organisé à partir de là très régulièrement des visites culturelles pour satisfaire la curiosité de l'enfant qui d'ailleurs continue de dire mais oui, moi c'est ça qui me plaît. Super. Ensuite, qu'est-ce qui vous a amené, Charline et Vincent, à travailler pour France Parrainage? Comment êtes-vous arrivés là, par exemple? Charline, je vous laisserai commencer. Oui, je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors, moi, je suis tombée tel Obélix dans la marmite du parrainage toute petite, quand j'étais toute petite, puisque je sortais d'études. D'ailleurs, j'ai fait mon stage de fin d'études chez France Parrainage. Je connaissais pas le dispositif plus que ça. Et je me souviens d'être revenue après une première semaine un peu d'immersion, de découverte un petit peu, et de dire à mes proches, je crois que j'ai trouvé la structure de ma vie sur le plan professionnel. Et c'était alors moi je savais pas du tout ce que je voulais faire quand j'étais étudiante. J'ai beaucoup tergiversé. J'avais l'impression que rien ne m'attirait plus que et en fait ça a été une évidence, une certitude. Voilà, quand j'ai compris ce que c'était, quand j'ai compris le mécanisme qui est aussi bénéfique finalement aux parrains qu'aux filleuls, qu'on est sur quelque chose qui transforme et qui rétablit au niveau égalité des chances de manière durable, je pense que je serais moins à l'aise, et il en faut, on sait à quel point il en faut sur des missions urgentistes. Mais là, le fait que ça s'inscrive sur quelque chose où on revient chercher sur le fondamental, et le fondamental, c'est la relation. Et tout par delà, et on ne peut faire des choses adaptées et véritablement efficaces que quand on vient chercher sur des choses qui sont des choses très intimes, très chaque besoin d'enfant est différent, chaque projet de parrainage est différent, parce que il y a pas deux parcours et deux personnalités qui sont exactement les mêmes, quoi. Voilà. Et donc c'est ça qui m'a beaucoup plu, et c'est comme ça que je suis restée. Super. Et vous, Vincent? Alors moi, je suis arrivé un peu plus récemment, ça fait moins d'1 an que je suis chez France Parrainage, mais dans toutes mes diverses expériences précédentes, puisque j'en ai fait quelques-unes différentes, il y avait toujours le thème d'aider la jeunesse, d'aider l'enfance, la jeunesse. Dans toutes mes expériences, j'ai travaillé 4 ans en tant qu'assistant d'éducation dans l'éducation nationale. Précédemment, j'avais travaillé dans une association pour les jeunes LGBT+. Et donc, j'avais ce thème-là qui me tient à cœur personnellement depuis toujours. Je ne pourrais pas expliquer la raison. C'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque à moi, de vouloir participer
à une construction d'une société pour aider justement les jeunes à s'épanouir librement. Eh bien, j'ai l'opportunité a fait que un poste qui correspondait à mes attentes s'ouvrait à France Parrainage. Et puis, depuis, je peux le dire sans menace, et assez librement, je m'épanouis parfaitement bien dans l'association et dans la Super. structure. Et voilà. Est-ce que vous avez une source d'inspiration? Est-ce que c'est une personne, une idée? Alors, je voudrais pas paraître bateau ou démago, mais en fait, ma source d'inspiration au quotidien pour faire ce qu'on fait chez France Parrainage, qui n'est pas toujours simple, hein. Et ben, le point d'appui principal, c'est les hommes et les femmes qui font France Parrainage. Voilà. Alors, il y en a beaucoup dans les différents intervenants côté parrain et marraine. J'ai à chaque fois rencontré des gens extraordinaires, voilà, qui font quelque chose que même moi je serais pas capable de faire. Donc c'est vraiment très très beau. Et puis j'ai rencontré aussi dans que ça soit toutes les instances de gouvernance et opérationnelle des personnes avec qui on partage la même vision. Et quand je doute, quand je suis fatiguée, je sais qu'ils sont là pour prendre le relais et pour retrouver l'énergie me faire retrouver l'énergie que parfois j'ai plus. C'est ma boussole, voilà. Et donc, en fait, en ça, on incarne vraiment au quotidien, voilà, cet enjeu de projet associatif qui est que il y a des relations qui sont inspirantes et qui changent la donne. Et ben voilà, c'est ce que moi je vis tous les jours avec les gens avec qui je travaille. Super. Et vous, Vincent? Alors moi non plus, je veux pas paraître trop bateau, mais effectivement, j'ai deux sources d'inspiration différentes au quotidien, à la fois professionnelle et personnelle. Tout d'abord, ma maman. Je trouve qu'elle me motive quotidiennement à être meilleure en appliquant tout ce qu'elle m'a transmis comme valeur, tout en gardant sa force, sa gentillesse et son amour qu'elle a pour chacun et chacune de ses enfants. Et puis je dirais mes neveux et mes nièces de l'autre côté de l'échelle du temps entre guillemets, parce qu'en fait j'ai envie de pour eux, pour elles, j'ai envie de participer à la construction d'une société chouette dans laquelle ils et elles pourront vivre sans se poser de questions, librement, sans se poser la question de leur légitimité dans la société, juste pouvoir être en fait qui et elles sont. Et voilà, c'est ce qui me motive quotidiennement. Et maintenant j'aspire à pouvoir rejoindre Charline dans son niveau d'inspiration par toutes les personnes qui entourent France Parrainage. Et je suis sûr que ça devrait arriver dans les prochaines années au sein de l'association. Super. C'est beau ça. Ok. Alors, donc des questions un peu plus personnelles. Alors, quel est votre endroit préféré à Paris et dans le monde? Est-ce que vous avez un endroit préféré auquel, quand on parle de endroit préféré, ça vient tout de suite en tête? Moi, mon endroit préféré à Paris, c'est le jardin du Palais Royal, juste avant les colonnes de Buren. Oui. J'habitais dans le quartier jusqu'à encore très récemment, et j'adorais aller me poser où il y a une fontaine au milieu. Le soleil, quand il est présent, il rayonne sur tout le parc et sur tout le jardin, et c'est vraiment hyper agréable de juste se poser, prendre une chaise, lire un livre ou regarder les gens tout simplement, parce qu'il y a plein de cafés autour, et j'aime beaucoup y aller. Et mon endroit préféré dans tout le monde, c'est Paris en fait. Je suis amoureux de cette ville-là, je suis tombé en amour de cette ville-là très jeune, et c'est vraiment mon endroit préféré. Super. Et vous, Charline? Alors, mon endroit préféré à Paris, je pense que c'est l'endroit où, vous savez, sur l'île Saint-Louis, il y a un moment où les bras de la Seine là se séparent, après ils se retrouvent de l'autre côté de l'île, là ça contourne, et donc il y a en toile de fond Notre-Dame, et puis voilà ce paysage à la fois d'éléments naturels et de vie citadine qui se s'entrechoquent. Cet endroit précis, je l'ai en visu tous les matins et tous les soirs, parce que je traverse le pont d'Austerlitz pour emmener mes enfants à l'école, et donc je vois, j'ai la vue sur ça.
Et je crois que voilà, quand je fais ce trajet, je crois qu'il n'y a pas une seule fois où je me suis pas dit je suis contente d'être là et je suis là où je devrais être. Voilà, ça Super. c'est pour mon endroit préféré de Paris. Super. Et mon endroit préféré dans le monde, c'est ça la question. Allez-y. Bon, alors il se trouve que j'ai un parcours d'enfance d'expatriation puisque mon père vivait à l'étranger. Alors du coup voilà, j'ai un endroit dans le monde que j'aime par-dessus tout, c'est celui où j'ai grandi dans une prime jeunesse. Voilà, et c'était Hong Kong. Super. Donc voilà, et je pense que ce qui me fait dire aujourd'hui que que c'est sans doute mon endroit préféré dans le monde, c'est sans doute la frustration parce que ça fait très longtemps que j'y suis pas allée et ça me manque beaucoup. Voilà. J'imagine. Et donc dans la même idée, est-ce que vous avez une safe place, un endroit où vous vous sentez le plus à l'aise, en sécurité Moi, c'est assez classique. Hein. C'est vraiment une terrasse, n'importe quelle terrasse, entourée de mes amis, des personnes que j'aime et qui m'aiment réciproquement. Et c'est vrai que c'est là où je me sens le mieux au quotidien. Et vous, Charline? Naturellement, ça serait l'endroit d'où vient ma famille. C'est là que j'ai l'impression de pouvoir être le plus moi-même. Voilà. Donc dans un petit coin de terre du sud de l'Ardèche. Voilà, c'est là que, en plus, j'ai la chance de pouvoir y retourner régulièrement. Super. Et c'est là que je peux aller penser mes blessures, retrouver de l'énergie. Et ça marche à tous les coups. À tous les coups, je gagne. Oui, c'est important de se ressourcer quand même. Oui. Est-ce que vous avez un plat préféré? Alors moi, c'est pas forcément un plat, mais c'est le chocolat. Je peux pas envisager de passer une journée sans manger un morceau de chocolat. Trop c'est bien. Vraiment ce qui me réconforte tout le cadeau de nouvelle année de la maison du chocolat. Super. Des chocolats, oui, très très bons. Et vous, Charline? Eh ben moi aussi, c'est un produit plus qu'un plat, c'est le fromage. Je sais pas assez de fromage dans ma vie. Chocolat et fromage. Très bien. Ça va très bien avec le vin. Et je suis addict, hein, c'est dramatique. Super. Merci pour cette honnêteté et ces plats de tous les jours, mais qui font toujours du bien. Qu'aimeriez-vous voir sur Rescue, sur donc notre plateforme? Comme vous le savez, on est en train de développer la nouvelle version qui va arriver, et donc nous on travaille en fait avec des artistes NFT plus ou moins connus pour savoir en soi leur feedback et leur vision, et on demande aussi donc aux associations qu'est-ce qu'elles aimeraient voir, qu'est-ce qu'elles pensent avoir comme idée dans une optique de développer ensemble notre produit, puisque vous aussi vous serez donc des utilisateurs importants pour la plateforme. Tu veux que je commence, Charline, comme ça tu finiras la réponse et la de ton interview. Moi, j'ai bien pris le temps de regarder et je trouve intéressant. Il y a parfois pour des artistes une petite description de l'artiste, pas encore pour tous et toutes. Je trouve ça hyper intéressant de décrire un petit peu l'artiste. Et puis, je sais pas, je trouverais ça hyper intéressant d'avoir un contexte de la création de l'œuvre ou des œuvres, savoir dans quelle alors période pas personnelle ça s'inscrit cette création là, mais pas forcément de dire ce que ça représente pour l'artiste, parce que faut pas mettre ce que chacun et chacune peut ressentir dans un carcan, mais donner je sais pas, quelques bribes sur le contexte de la création de l'œuvre, ou voilà, je sais pas, je trouvais ça intéressant à titre personnel et c'est vraiment comme ça que je réponds. Super. Et vous, Charline, est-ce que vous avez alors, je rejoins complètement Vincent, et alors moi je suis plutôt sur une réponse d'ordre de
catalogue presque, on peut dire. Enfin, je pense que vous avez au niveau de Rescue une culture très militante finalement, et l'engagement que vous avez auprès de France Parrainage en est un exemple, et voilà, des associations que vous soutenez. Et pour moi, l'art, il est forcément militant, il est forcément engagé, et donc voilà, je suis toujours très sensible à cette forme d'expression quand elle passe un message. Est-ce que vous avez donc des événements ou des campagnes à venir peut-être, si jamais vous souhaitez en parler ou en discuter Ah ouais, oui, on en a une qui est en train de se préparer là. On Super. est en plein dans les préparatifs de notre désormais annuelle campagne de notoriété. D'accord. Puisque une des problématiques à laquelle on est confronté, c'est que France Parrainage a une toute petite notoriété. On n'est pas beaucoup connu du grand public, et on cherche absolument à installer cette connaissance et tant sur l'association en elle-même que sur le dispositif, les dispositifs qu'elle porte. Donc voilà, on a du coup on s'est équipé il y a 2 ans maintenant d'une toute nouvelle campagne dont on est très fiers, qui met en visuel ce qu'on est profondément et que résume notre signature d'association, à savoir un lien qui transforme la vie. Voilà, et donc on a deux spots télé, un pour la partie internationale, un pour la partie parrainage de proximité, qui se répondent, qui sont sur le même principe, à savoir que parrainer un enfant, ça change sa vie et la vôtre. Et c'est la déclinaison aussi en termes d'affiches qu'on a. Et voilà, on est très content là, de voir arriver ce moment fort de prise de parole pour France Parrainage, parce que derrière, on sait que on agrandit la famille. Voilà. Merci beaucoup Charline et Vincent pour cet épisode. Est-ce que vous souhaitez nous partager un message? Vous remercier infiniment pour l'invitation, pour votre soutien. Et puis voilà, on se souhaite une très bonne année 2024. Oui. Et voilà, et une nouvelle année dans ce partenariat avec Rescue, et qu'on espère durer le plus longtemps possible. Ouais, je rajouterais simplement que c'était la première fois qu'on nous demandait cet exercice-là sur un partenariat. Et en fait, voilà, c'est ça qui fait aussi la beauté et la richesse des rencontres qu'on fait aussi du côté des entreprises qui nous soutiennent. C'est que on se confronte à des choses qu'on n'aurait pas faites. Donc, je suis très contente d'avoir préparé cette interview avec Vincent et d'avoir fait ces recherches me poser des questions que je ne me poserai pas tous les jours, et d'avoir passé ce moment, cette heure avec vous là. Et voilà, ça rejoint ce qu'on disait, à savoir que c'est aussi par ce genre de partenariat qu'on voit les choses différemment, et ça va bien au-delà du soutien financier. Super. Est-ce que vous auriez 3 mots qu'on pourrait retenir de cet épisode? Bon, on a eu raison de s'associer, non? Oui. On parle le même langage et qu'on se comprend. C'est ça. Voilà, on est convaincus de part et d'autre. Bien fondé qu'on soit aujourd'hui autour de cette table virtuelle. C'est ça. Donc, on pourrait dire lien, partage et... Et soutien. Et soutien. Et soutien. Super. En tout cas, merci beaucoup pour cet épisode. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Et merci à vous d'avoir écouté notre nouvel épisode. N'hésitez pas à vous renseigner sur leur action en cliquant sur le lien en description. Vous pouvez également découvrir les collections qui soutiennent déjà l'association sur rescue.art. À bientôt pour de nouvelles conversations heartfelt.